Qu'est-ce que le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, et comment le voyez-vous? Quels sont les processus pour intégrer nos langues nationales africaines dans les écoles? Peut-on dire qu'il y a une manque de volonté? Comment réagir face à un politicien? Et quelles sont les questions à poser? Salut, c'est DC le Sénégalais. Nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans notre rubrique Nos 7 questions à Souleymane Bachir Diagne. Souleymane Bachir Diagne est un philosophe international qui a enseigné pendant 20 ans au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avant d'aller aux États-Unis. Donc aujourd'hui, nous allons faire des questions-réponses avec lui. De New York, où vous êtes directeur de l'Institut d'études africaines à l'Université de Columbia. Vous êtes notamment l'un des meilleurs spécialistes de la question post-coloniale. Nous allons commencer à la une. Qu'est-ce que le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux? Et comment le voyez-vous en tant que philosophe? Voilà la bonne question à poser. C'est un fait. C'est un fait qu'effectivement, l'Afrique j'ai parlé tout à l'heure de cette émigration massive, mais il y a, à côté de l'émigration économique, si vous voulez, le phénomène qui est le phénomène du brain drain, qui fait que beaucoup de jeunes Africains, sénégalais en particulier, s'installent à l'étranger au terme de leurs études. L'Inde et la Chine ont connu exactement la même situation. Donc, c'est cette mondialisation aujourd'hui des connaissances, des intelligences, etc., il faudra compter avec. Et il n'y a aucune raison que l'Afrique soit en dehors de ce circuit. Donc, il faut que vous sachiez que le brain drain, ça va encore continuer sur au moins une génération. Il arrivera un moment où cela va s'inverser parce que c'est le cas en Chine et c'est le cas en Inde. N'essayez pas d'arrêter le brain drain, vous n'y arriverez pas. D'accord. C'est la configuration socio-économique des choses est telle qu'il faut compter que ça va s'assécher progressivement, mais pas dans moins d'une génération, probablement. Donc, en faire un brain gain en attendant le moment où les choses vont s'inverser. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Quels sont les processus pour intégrer nos langues nationales africaines dans les écoles? Peut-on dire qu'il y a une manque de volonté politique? Qu'est-ce que c'est que la volonté politique? Et nous disons toujours les choses ne se font pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique. La question que je me pose de savoir quelle va être ma contribution plutôt que de dire « Ah, mais il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de volonté politique ». Les politiques feront ce que nous leur dirons de faire, de la nécessité de faire en sorte que notre système d'enseignement intègre nos langues nationales, avec l'idée que nous devons pouvoir enraciner l'enfant durant ses premières années d'apprentissage dans le langage qui lui permet d'être en continuité avec l'expérience familiale et l'expérience de son environnement immédiat. C'est-à-dire, si j'attends la volonté politique, j'attends des décrets du président Macky Sall, mais il va prendre tous les décrets que je veux en disant « Bon, maintenant, je veux que les langues nationales soient dans le système éducatif ». Ça n'avancera pas d'un iota. Les décrets seront là, mais nous n'avancerons pas. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas suffisamment de textes dans les langues nationales pour que ces textes deviennent les ouvrages de référence pour l'enseignement. Un cours en Wolof sur la littérature et les œuvres de fiction Wolof. Extrêmement important, extrêmement intéressant. Mais il faudrait, pour nourrir ce genre de cours, qu'il y ait beaucoup plus de romans en Wolof, écrits en Wolof qu'il n'y a aujourd'hui. Ça veut dire donc que c'est la responsabilité de ceux qui disent qu'ils attendent la volonté politique de produire des textes dans les langues nationales qui vont nourrir les enseignements futurs dans ces langues. C'est la question que je me pose de savoir quelle est ma contribution à cette décision-là. Si je dis que chaque fois que j'écris 3 textes de philosophie en anglais ou en français, qui sont les 2 langues dans lesquelles j'écris aujourd'hui, je veux écrire également au moins un texte ou un article en Wolof. À ce moment-là, je suis en train de préparer l'avenir. Ça veut dire que ceux qui, à un moment donné, enseigneront et apprendront la philosophie en Wolof auront des textes à lire. S'ils me font l'honneur de considérer que ce que j'ai écrit est suffisamment important pour être étudié en philosophie, ils auront aussi des textes de moi écrits en Wolof. Nous allons passer à la troisième question. Nous avons vu l'immigration ces dernières années. Est-ce qu'en ce moment, est-ce que l'Afrique peut miser à sa jeunesse pour assurer son développement? Évidemment, oui, parce que cette jeunesse-là est la solution
On parle des problèmes que pose la jeunesse de cette population et la démographie africaine de manière générale, mais il faut bien s'aviser que cette jeunesse est également la solution. Autrement dit, la population la plus jeune au monde, ça signifie que l'énergie, la véritable énergie qui est l'énergie de l'humain, va se trouver sur le continent africain. Et donc c'est là-dessus qu'il faut miser, en sachant que cette jeunesse, il faut la former pour la mettre en situation de résoudre les problèmes de demain et de commencer à le faire dès aujourd'hui. En tant que philosophe et auteur du livre « Comment philosopher en l'islam », parlez-nous de la raison et de la religion. Source importante pour l'idée d'humanité en général, même si celle-ci, encore une fois, n'est pas instinctuelle ou instinctive. La première source, c'est la raison philosophique, la raison que nous avons en partage. Il suffit de raisonner pour trouver en soi l'idée que l'humanité est chose réelle. La deuxième source du Bergson, c'est la religion. Et la religion, de ce point de vue, fait même mieux que la philosophie. La philosophie a besoin de médiation. La raison, la religion, parce qu'elle est d'abord émotion, peut se répandre, comme dit Bergson, comme incendie, et c'est elle qui nous enseigne que mon prochain n'est pas forcément mon proche. J'ai parlé tout à l'heure de religion manipulée, qu'on transforme en fanatisme meurtrier. Je viens de parler de la religion comme source possible, source la plus puissante possible de notre idée d'humanité en général, d'Ubuntu. On le voit, la religion peut être le remède au poison qu'elle peut aussi malheureusement être. Elle est ce que les Grecs appelaient pharmakon, le mot qui a donné pharmacie, c'est-à-dire à la fois le poison et peut-être le remède également au poison qu'elle peut constituer. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à la question suivante. Si on parle de l'humain, comment vous pouvez définir l'humain? L'humain s'y définit comme le calife de Dieu sur terre. Calife de Dieu sur terre, la traduction de ce mot calife qu'on trouve un peu partout, malheureusement, le mot de califat est aujourd'hui bien galvaudé. Calife de Dieu sur terre, calife c'est le lieutenant, celui qui tient lieu d'eux. C'est précisément parce que l'humain est celui qui tient lieu de Dieu au sein de sa création qu'il est de sa responsabilité de prendre soin de cette création, d'en être le steward. Et la raison pour laquelle cela a encore la signification d'Ubuntu, et ça va être mon dernier mot, c'est que précisément, pour comprendre que nous ne sommes pas un empire dans un empire, que nous ne pouvons pas saccager la nature, il n'est pas besoin de dissoudre l'humanité comme certains sont tentés de le faire aujourd'hui en disant l'être humain n'est qu'un vivant parmi les autres. Au contraire, il faut affirmer cette humanité, mais l'affirmer comme Ubuntu. Est-ce qu'en ce moment, à cette époque, peut-on demander si l'islam est compatible avec la modernité? Or, que veut dire que l'islam s'oppose à la modernité? C'est absurde. Et c'est ce qu'il faut montrer précisément. C'est la raison pour laquelle, si nous revenons à cette tradition intellectuelle et spirituelle, nous nous rendons compte que les grands penseurs de l'islam, les grands savants dans le monde de l'islam, ont toujours estimé que la parole islamique était une parole vivante et qu'elle était en mesure de parler aux musulmans à quelque époque qu'ils se trouvent. Oui. Et dans notre époque moderne, c'est tout à fait le cas. Normalement, c'est une religion qui est d'une simplicité si grande qu'il n'y a aucune raison pour que cette religion ne soit pas une religion parfaitement établie dans notre monde moderne. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi la contribution de l'islam à l'apparition de ce monde moderne. Et ça, c'est important. Maintenant, il est vrai que beaucoup de penseurs, et je m'inscris dans cette manière de penser moi-même, estiment que l'islam ne s'est pas égalé depuis longtemps à sa propre capacité de produire sa modernité. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, j'estime qu'il est de la responsabilité des musulmans de s'égaler aux exigences de leur religion et de faire en sorte que cette religion renoue avec son propre principe de mouvement
avec sa propre capacité de produire sa modernité. Et ça, c'est une tâche qui nous incombe à tous. Chers internautes, finalement, c'est la dernière question. C'est juste sur la première partie. Si vous voulez une seconde partie, n'hésitez pas de le faire remarquer au niveau des commentaires. La dernière question. Souleymane, nous avons entendu plusieurs fois le mot Ubuntu dans des différentes conférences. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire c'est quoi Ubuntu? C'est quoi exactement le mot Ubuntu? Ubuntu. U-B-U-N-T-U. C'est un mot des langues bantoues. On le trouve dans toutes les différentes langues bantoues. Vous l'aurez compris, je viens de Dakar, de New York, de Paris souvent. Donc je ne suis pas bantou. Et pourtant ce mot, nous le connaissons. Nous le connaissons tous ou nous l'avons déjà entendu une fois. Parce que ce mot comporte la leçon que nous devons à l'Afrique du Sud de Mandela et de Desmond Tutu, l'Afrique du Sud d'après l'apartheid, l'Afrique du Sud d'après les Bantoustans, les murs construits pour séparer les humains. Et pourquoi est-il important ce mot Ubuntu? Et d'abord, qu'est-ce qu'il veut dire? Une traduction la plus littérale possible serait de dire qu'il signifie faire humanité ensemble, réaliser notre humanité dans la réciprocité. Je suis humain parce que tu es toi-même aussi une humaine. Merci beaucoup, cher Souleymane Bachir Diagne, l'international philosophe sénégalais. Et nous vous remercions. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Chers internautes, merci beaucoup. C'était DC le Sénégalais, le rubrique. Nos 7 questions fatales à Souleymane Bachir Diagne. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. N'oubliez pas de donner votre avis au niveau des commentaires et d'aimer les vidéos, de commenter, de partager avec vos amis. À la semaine prochaine.